Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 17. Quel sort pour les méchants? Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. J'en profite pour remercier, je ne sais plus, mais c'est dans des conversations en ligne que j'ai eues que cette question a été posée. Je me suis dit, mais finalement, effectivement, c'est une très bonne question parce que souvent, dans les genres populaires et même ailleurs, le sort classique des antagonistes principaux et souvent des grands méchants dans la littérature populaire et en particulier en imaginaire, c'est quand même le sort fatal. C'est on les zigouille, parfois de façon graphique d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un modèle qui est intéressant à interroger en fait. La pertinence de tuer son antagoniste principal à travers les valeurs que ça véhicule. Alors, sans tomber dans l'extrême inverse de dire que il faut réhabiliter tous les méchants, même si ça pourrait être intéressant quand même, et que des fois, ne nous mentons pas, zigouiller un méchant, c'est quand même satisfaisant. Mais justement, je trouve que c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce que ça dit finalement de nous, de nos genres, de ce qu'on véhicule? Toujours, ça fait un peu la prolongation, je pense, de la question plus vaste de la validation autoriale qu'on a eue en début de saison. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on peut pas interroger le fait de tuer systématiquement nos antagonistes, de les passer au mixeur? Est-ce qu'on peut faire d'autres trucs? En fait, moi, je trouve ça intéressant parce que ça, finalement, quand on zigouille son grand méchant, souvent derrière ce que ça véhicule, c'est que ça équivaut ça au fait qu'on règle le problème. Il y avait le problème qui était le méchant, on enlève le méchant de la manière la plus définitive qui soit, il n'y a plus de problème. Alors, passer un dictateur par le fil de l'épée dans l'histoire, ça a quand même montré que ça pouvait avoir son efficacité. Donc, moi, l'idée de dire que ça n'arrive jamais, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant derrière que ça véhicule, c'est que ça propose une vision potentiellement simpliste du monde, de l'histoire, des modèles sociaux, etc., qui est que on guillotine le méchant et les problèmes sont résolus. Dans la Révolution française, je pense que guillotiner Louis XVI, ça a bien montré par l'exemple que ça n'a été que le début d'une période qu'on peut qualifier de compliquée. Et puis, il y a un autre rôle que je trouve qui est intéressant derrière, qui est véhiculé tout ça, c'est que pour moi, il y a une espèce on est encore quelque part dans la loi du talion. On est encore dans le côté, il y a une rétribution morale, il y avait un grand méchant, l'auteur l'a tué, les gentils ont gagné. C'est une espèce quand même d'idée antique de la justice. Et encore une fois, je veux pas dire que dorénavant, il faut absolument réhabiliter tous les méchants de James Bond. C'est satisfaisant et la fiction a aussi ce rôle quand même dans la littérature d'aventure, dans le pulp. Voilà, c'est agréable de voir ce genre de choses et il s'agit pas de dire que dorénavant c'est interdit de tuer les méchants, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis mal placé parce que je fais quasiment que de la fantaisie épique où quand même globalement dans une culture d'origine médiévale, c'est quand même très courant de passer les méchants par le fil de l'épée et en général on pense justement que c'est la manière la plus simple de résoudre ces problèmes. Mais quand même voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est intéressant d'ouvrir le sujet en se disant je peux tuer un méchant, tout à fait, mais c'est intéressant d'avoir conscience de tous ces trucs-là qui vont derrière. Je vais rebondir là-dessus avec deux, trois donc postulats de base. Alors, le premier, c'est déjà, il y a un sujet que je vais évacuer un peu vite dans tout ce qu'a évoqué Lionel, c'est est-ce que tuer le méchant change le cours de l'histoire? Donc ça, en fait, là, c'est plus pour moi une variation des questions sur l'Uchronie. En gros, l'Uchronie a un point de divergence. En général, c'est un petit événement qui change. Est-ce que ça change énormément l'histoire ou est-ce que l'histoire reprendrait un cours quand même vers un mouvement naturel? Donc ça, c'est très simple. Vous lisez deux auteurs qui font de l'Uchronie, ils sont pas d'accord là-dessus. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si vous écrivez de l'Uchronie, si vous aimez l'Uchronie, quel est votre point de vue sur le sujet. Maintenant, disons, même dans les genres, donc là on parle dans les genres populaires avec des gentils, des méchants, etc., avec des antagonistes un peu clairs, et ce qui est cool aussi, ils ont tout à fait leur lettre de noblesse. Disons, il y a le châtiment ou la rétribution. Le châtiment peut être plus subtil et parfois plus cruel symboliquement quand le méchant est quelque part victime aussi de son propre hubris, en fait, et que le châtiment vient ou est amené par justement tout ce qui a fait de lui cette enflure, cette horreur, cet homme, cette femme, cette créature détestable qu'on a adoré détester, et que c'est avec, évidemment, le coup de main des héros et tout, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un rôle actif là-dedans, mais le coup de main des héros va finalement, plus que de tuer le méchant, va précipiter sa chute en l'amenant à aller jusqu'au bout
de son dessin, de son hubris, de tout ce qui fait de lui un être horrible. Et s'il va jusqu'au bout de ce qui fait de lui un être horrible, il provoque sa propre chute. Et ça, alors là, pour donner des exemples, ça va être dur parce que je vais essayer de pas dévoiler les fins des histoires. Mais notamment, regardez Dead Zone lisez Dead Zone de Stephen King, regardez le film qui est méga cool. Et Dead Zone, c'est complètement ça, en fait. C'est que ça tourne autour de, est-ce que si on tue un futur dictateur, il va plus y avoir de dictateur? Et finalement, vous comprendrez sans que je spoil trop qu'il va pas forcément être tué, mais ce qui arrive est pire dans le monde de l'histoire. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, c'est comment trouver quelque chose qui va avoir une résonance symbolique parfois plus forte que la mort d'un méchant. Et après, le deuxième point, en rebondissant sur ce qu'a dit Lionel, qui m'aide à aller dans tout ce que j'avais noté, donc c'est beau, on est tellement bien coordonnés, Lionel. Et le deuxième point qu'a abordé Lionel, pour moi, le deuxième point, c'est, je trouve qu'aujourd'hui, là où on a, disons, une impasse qu'on n'a pas forcément réussi tout le temps à transcender dans les cultures populaires. C'est de se poser la question de l'après. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait, par exemple, précipité l'empereur au fin fond de l'étoile noire dans Star Wars? Mort de méchant s'il en est, là, je pense que je spoil pas trop quand même. Je suis sur du connu. Et mine de rien, là, on voit qu'indépendamment de toutes les controverses qu'on peut avoir et dont certaines sont pas forcément très valables, quand même, toutes les suites de Star Wars ont ce problème de pas se confronter vraiment à ça. Parce que ce que vont faire les suites de Star Wars, c'est remettre un autre grand méchant, qui est Snoke, qui a à peu près le charisme d'une courgette mal cuite, et on va le retuer, et youpi, ça va resauver la galaxie. Comme s'il fallait absolument, après la mort du méchant, générer une sorte de double ou triple ou quadruple clone du méchant à retuer, quoi. Et non, en fait, là, pour le coup, c'est ce que nous montre l'histoire. Comme disait Lionel, c'est pas forcément parce qu'un tyran meurt qu'après, tout n'est que joie, zérie et petite fleur rose. Et donc, si on veut aller vers l'après et qui est intéressant à explorer et qui, je pense, est l'un des champs d'exploration où, justement, les cultures populaires ont envie d'aller aujourd'hui pour plein de raisons et c'est cool. Et puis même nous, enfin, il y a combien de gens, ados ou même petits, enfin, on était combien à inventer ce qui se passait après les films, après les livres qu'on aimait, quoi. Et c'est cool. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. Mais on peut trouver autre chose que, va y avoir un nouveau grand méchant qui sera comme celui d'avant, mais en moins bien, et puis on va le retuer, quoi. Non, je veux dire, je connais des mômes de 8 ans qui ont dépassé ça. Et donc, se confronter aux résonances que peut avoir sur un monde la mort d'un grand méchant, la chute d'une grande figure. Et après, évidemment, il y a aussi toutes les questions qui se posent sur qui est le méchant, qui est le gentil. Ça, par contre, on les a pas mal explorées déjà dans les cultures populaires, parfois très bien. Et c'est pas vraiment le sujet ici. Là, on parle des mondes avec quand même des gentils et des méchants, comme disait Lionel. On est plus dans James Bond, dans Star Wars, etc. Et donc, si on est dans ces mondes-là qui ont aussi une raison d'être, bah là, effectivement, est-ce que la mort du méchant ou la mort du méchant qui arrive quand elle est provoquée par justement ce pourquoi il a été un sale méchant. Et ça, c'est très clairement la mort des archéologues rivaux dans les Indiana Jones. Qui meurent pas parce qu'Indiana Jones les tue, parce qu'Indiana Jones ne tue pas des gens, parce que si le méchant meurt et que le héros le tue, ça dit quelque chose de moche sur le héros aussi quand même. Ou l'héroïne. Hein. Et donc, Indiana Jones, pareil, là je pense que je spoil pas trop, ne tue pas les archéologues rivaux. Par contre, les archéologues rivaux sont victimes de leurs mauvais penchants qui les ont amenés à être des gros salauds. Et ça fait des scènes bien graphiques et bien dégueulasses à l'écran et c'est trop bien. Oui. Moi, j'ai pas tellement de discours réfléchis dessus, mais j'avais plusieurs exemples qui me venaient en vous écoutant. Un film dont j'ai trouvé que j'ai trouvé hyper intéressant là-dessus, mais que je peux pas spoiler vraiment, c'était Furiosa l'année dernière. Parce que Furiosa, on a en fait vraiment cette quête de vengeance un peu à la Conan, où elle va poursuivre cette personne, voilà, elle poursuit ce grand méchant après lequel elle en a. Et on sait que la confrontation, quand elle survient, forcément, elle a un côté presque décevant. Ça peut pas être à la hauteur de l'attente qui a précédé, il y a quelque chose comme ça. Et il y a une pirouette, en fait, qui est qu'effectivement, ça ne se termine pas par la mort de ce méchant, mais par une décision, un acte qui a une portée symbolique, que j'ai trouvé, moi, jubilatoire tellement c'était cruel. Et c'est le genre de cruauté qu'on trouve dans le mythe grec. Les mythes grecs, notamment les supplices du Tartare, où on va faire... Qu'est-ce qui peut être pire que d'être tué? D'être attaché à un rocher et on a un aigle qui vient de bouffer le foie et... Quand l'aigle s'en va, le foie repousse et l'aigle revient le lendemain, la répétition de quelque chose d'horrible. Ou voilà, quelque chose qui a cette portée-là. Donc je vais pas spoiler la fin de Furiosa, mais je l'ai trouvée très ingénieuse à ce niveau-là. Et sinon, une chose que je trouve très intéressante aussi, comme on disait, que se passe-t-il après la mort du méchant? Je trouve intéressant certains cas de figure, mais là encore, je vais pas spoiler des exemples, où on s'aperçoit qu'on a focalisé sur un antagoniste,
On se débarrasse de l'antagoniste. Et en fait, c'était pas lui le problème. Il y avait autre chose de plus grand derrière. Et je trouve hyper intéressant les histoires qui vont à un moment donné agrandir finalement l'ampleur. En fait, il y avait quelque chose de plus vaste derrière. Et finalement, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg et on part complètement ailleurs. Et ça, je trouve ça assez jubilatoire aussi. Il y a aussi souvent de ce que disait Mélanie, donc toujours dans tout ce qui est culture populaire, où on va passer un temps à, disons, construire, amener un affrontement entre le héros et le méchant. Mais parfois, on va s'apercevoir pour le héros, notamment que c'est pas, ou le héros va lui-même s'apercevoir que vaincre le méchant n'est pas forcément son enjeu principal. Et qu'il a d'autres choses à affronter, notamment lui-même, plus profondes, etc., etc. Alors là, tout de suite, pour les auteurs, je vous dis, il y a un risque parce que il y a une partie de votre public qui va attendre la grande confrontation finale. Donc, si vous l'amenez pas, faut méchamment bien faire le boulot. Donc, je sais que je suis passée par là et que, notamment pour la fin d'un de mes livres, où pareil, je vais pas spoiler, mais en gros, il n'y a pas la grande confrontation finale parce que finalement, le héros qui pourtant a œuvré à la préparer se rend compte que c'est pas à lui d'arrêter l'antagoniste, que lui, ce qu'il a à faire vis-à-vis de lui-même, de son arc à lui, il l'a déjà fait. Et donc, il quitte la scène en laissant d'autres gens secondaires arrêter l'antagoniste. Et il y a eu beaucoup de discussions avec mon éditeur qui quand même trouvait que c'était potentiellement une fin déceptive et comment bien l'amener, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un gros boulot de construction, mais pour moi, on peut l'amener aussi quand même. Et justement, ça a aussi un côté coup de théâtre de se dire, en fait, cette grande confrontation qu'on a bâtie, finalement, c'est pas elle qui a un intérêt. Juste comment le faire sans que ça soit trop déceptif pour le lecteur. Et là, après, c'est comme de tout, c'est du boulot, quoi. Donc, c'est pas simplement faut-il tuer le méchant, c'est aussi qui va tuer le méchant dans ce cas-là, ou qui va provoquer la perte du méchant. Et puis comme Mélanie disait, moi j'avoue que je suis très client de ça. Il existe des sorts pires que la mort. Mais les auteurs ont tous quand même un petit côté salopard vindicatif. Enfin, je sais que c'est mon cas et j'avoue que c'est un grand plaisir parce qu'en plus on a tous les bénéfices de la validation autoriale. Bref, j'avoue que je suis assez fan des sorts pires que la mort. C'est vrai, un personnage mort ne peut plus souffrir. Enfin, voyons. Oui, voilà, est-ce qu'on les tue ou est-ce qu'on les fait souffrir? Une discussion que j'ai parfois avec d'autres auteurs et autres. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors pareil, je veux pas spoiler, mais je pense qu'il y a prescription. Dans Babylon 5, il y a une grande guerre qui est prévue et amenée depuis des saisons et des saisons. Enfin, c'est tout le grand truc qu'on révèle au fur et à mesure. Et en fait, l'énorme confrontation militaire qu'on attend qui va péter de partout n'arrive jamais. Les choses sont résolues autrement et de façon quand même très climatique et de façon beaucoup plus intéressante. Et d'ailleurs, tu parlais, Estelle, de l'après. Babylon 5 montre la difficulté narrative de l'après aussi. Parce que ils en parlent et unanimement, en général, c'est considéré comme étant un petit peu le truc qui pêche un peu. Mais ça peut être très bien fait et c'est vachement intéressant. Et je trouve que, en plus, c'est raccord avec notre époque de se poser ces questions-là. Tu parlais de Star Wars, les vrais savent, on sera toujours éternellement déçus que la véritable suite des films qui était la trilogie de l'héritier de l'Empire n'ait jamais été adaptée parce que, entre autres trucs intéressants, il y avait un méchant, entre guillemets, qui est l'amiral Thrawn, mais oui, c'est un antagoniste et oui, c'est un méchant, il travaille pour l'Empire, mais on le voit lui-même en train de travailler à essayer de reconstruire l'Empire qui est en déroute la plus totale et en déliquescence pour essayer de refaire une force de frappe. Et c'est un antagoniste intéressant parce que justement, il a beaucoup d'humanité tout en œuvrant activement pour le clan des méchants. Et c'est justement ce qui le rend intéressant. Et là, pour le coup, de mes souvenirs de mecs qu'il a lu au siècle dernier, mais j'ai souvenir que c'était plutôt bien foutu, justement, pour traiter l'après. Petite citation pour terminer. Derrière chaque méchant, il y a un cœur brisé. Johann Harris. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrire.